parce que c'est en train de partir. Voilà, alors il est possible qu'on soit déjà en live, Je pense. auquel cas, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. C'est en train de partir. Bonsoir. Alors, est-ce que du coup, on peut avoir le lien vers la vidéo? Oui, tiens, je l'ai, il est là. Voilà, elle est partie, elle est lancée. Super. Je l'ai collé. Hein. Parfait. Fantastique. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Alors, on est vraiment heureuse de vous recevoir. Et heureuse, oui, et heureux du coup, parce qu'on a des invités aussi masculins. C'est rare, mais ça arrive. On est heureux de vous recevoir ce soir pour ce nouveau webinaire autour de notre livre Nous demandons justice, qu'on a publié avec Priscilla Ludowski le 28 mai dernier aux éditions Massot, qui co-organise avec nous le webinaire de ce soir. C'est un livre qui parle à la fois des injustices environnementales, des crimes environnementaux, mais aussi des combats qui sont menés par des citoyennes et des citoyens. On a traité au cours de quelques webinaires ces dernières semaines du chlordécone aux Antilles. On a traité aussi des gens du voyage dont les airs sont souvent exposés aux pollutions. Dans les jours qui viennent, on parlera aussi par exemple des mines d'or, des mines d'or en Guyane et de la situation des autochtones. On a envie de poursuivre ce débat avec vous. On a d'ailleurs créé une adresse mail qui s'appelle demandonsjustice@protonmail.com. On prend à la fois vos retours sur le livre, mais aussi quand vous voulez demander des infos sur les combats dont on parle dans le livre, on sera ravis de vous les donner. Et si vous voulez nous faire remonter des combats pour la justice sociale et environnementale, n'hésitez pas à nous les faire remonter. Aussi, quant au webinaire de ce soir, si vous souhaitez le partager, ce dont on serait ravis parce que les luttes dont on va parler ce soir sont importantes, vous pouvez simplement copier-coller le lien de la vidéo sur vos propres pages Facebook, la diffuser sur les réseaux sociaux. Le hashtag, ça peut être hashtag Demandons Justice. Voilà, donc je passe la parole à Priscilla pour introduire notre débat de ce soir. Bonsoir à tous. Merci Marie. Alors effectivement, on a beaucoup de sujets qui ont été abordés dans le livre. Et ce soir, la thématique, c'est la pollution des sols, les déchets toxiques. Le fait que les populations soient systématiquement face à un risque d'empoisonnement, si ce n'est pas déjà le cas. Et on a donc 3 invités ce soir. On a Patricia Javinet, qui est gilet jaune domicile à Carcassonne, en tout cas dans le secteur, engagée contre la pollution à l'arsenic dans l'Aude, mais militante depuis un certain nombre de temps. Elle va nous expliquer son parcours. On a Yann Flory, qui est porte-parole du collectif Destocamine. C'est un autre grand sujet du livre qui dénonce l'enfouissement des déchets ultimes de l'ancienne mine de potasse d'Alsace. Et Yann se bat depuis aussi de longues années sur ce sujet-là. Et puis on a Frédéric Augier, qui est un chercheur à la retraite du CNRS et qui est spécialisé dans les sols pollués. On va commencer par Patricia. Bonsoir Patricia. Bonsoir Priscilla, bonsoir à tous, à toutes, et merci beaucoup à Marie et à toi qui permettent de mettre en avant de tels sujets. Et moi, je te retourne les remerciements parce que c'est grâce à toi qu'on a pu, en tout cas, sélectionner ce sujet pour le livre, parce que malheureusement, c'est pas le seul crime environnemental, mais voilà, au gré de nos rencontres avec Marie, on a sélectionné les sujets qui nous ont en fait été soufflés, sur lesquels on a été alertés par les militants qu'on a rencontrés, en fait, hein, finalement. Et donc, Patricia, on s'est connus dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, et tu avais déjà un parcours militant. Donc, si tu veux bien nous expliquer ce qui se passe pour toi dans ton environnement, dans ton secteur, et comment tu es entré en lutte pour ce qui est de la préservation de l'environnement. Alors, la préservation de l'environnement, je suis née dans une cité à la base, mais j'ai eu la chance d'obtenir l'agrégation de biologie. J'ai rejoint très tôt les Amis de la Terre, avec lesquels on a réussi à classer une vallée, la vallée de Lisieux. Un gros travail. J'ai également milité auprès des Verts. Et il y a une vingtaine d'années, je me suis installée dans l'Aude, que je connaissais déjà très bien, et je connaissais déjà les soucis dont on va parler. Et bien entendu, quand le mouvement des Gilets jaunes est arrivé, je rejoins ce mouvement dès le départ, parce que je pensais que c'était le seul moyen de changer de société, de la faire plus juste, plus égalitaire et meilleure. Voilà, ça c'est pourquoi.
Après, je veux bien qu'on parle de notre problème, c'est toi qui y vois. Oui, alors pour préciser aux personnes qui nous écoutent, les Amis de la Terre, c'est une association qui a pour but de préserver l'environnement également. Et tu parlais du classement de la vallée de Lisieux, tu peux nous en dire plus? Alors, la vallée d'Isieux contient des espèces protégées et aussi un milieu humide, un milieu tampon avec des marécages. Et ça permettait, je dirais, le fait de préserver cette vallée qui se trouve en région parisienne, d'éviter des constructions et d'éviter des problèmes, entre autres, d'inondations. D'accord. C'est vraiment un petit résumé, mais et ce classement a pu se réaliser grâce à Yves Cochet, qui était alors ministre de l'Environnement. D'accord, et donc tu as milité sur cette thématique-là. Voilà. Comment tu es arrivé à vouloir sensibiliser les gilets jaunes que tu as rencontrés dans ton secteur sur l'empoisonnement par arsenic des terres de l'Aude? Alors, moi j'y étais sensible, mais il y en a aussi beaucoup qui y étaient, parce qu'on dit toujours que les gilets jaunes ne connaissent rien dans l'environnement, n'y sont pas sensibles. C'est complètement faux. Enfin, du moins dans notre groupe, la majorité y était sensible, et on a eu les inondations d'octobre 2018. Le mouvement des Gilets jaunes est arrivé juste après et une bonne partie des Gilets jaunes avaient été touchés ou directement ou indirectement, en sachant qu'on a eu des kilomètres carrés qui ont été inondés avec des centaines de personnes qui ont été touchées. Donc, il n'y avait pas un Audois qui ne connaissait pas le problème. Alors, pourquoi? Ah oui, après tu… Oui, pourquoi? Continue, je t'en prie. Le problème majeur, en plus des inondations, en plus des gros problèmes, on a dans l'Aude, dans ce qu'on appelle la Montagne Noire, une ancienne mine d'or qui se trouve à Salsigne, une mine d'or qui est fermée depuis 2004. Mais malheureusement, on trouve à côté de cette mine d'or de très nombreux déchets issus justement de l'exploitation de la mine. Alors, ce sont des déchets notamment d'arsenic, mais aussi de cyanure liés à l'exploitation, mais pas seulement parce que cette mine d'or, dans les derniers temps, du moins les exploitations de cette mine d'or, ont permis de brûler de très importants déchets venant de partout en France et même d'Europe. Dans ces déchets, du moins dans le résidu de ces déchets, on trouve du cadmium, des métaux lourds, et tout ça a été entreposé, soi-disant dans des milieux confinés, mais aujourd'hui, il existe de très nombreuses fuites de ces milieux. Donc, quand on a eu les inondations, tous ces déchets arsenic, cyanure, métaux lourds, enfin, la liste est longue, hein, on va éviter, s'est retrouvé dans l'eau, s'est retrouvé aussi dans les sédiments, à tel point qu'on s'est retrouvé avec une norme dans l'eau, à certains endroits, 68 fois supérieure à ce qui était autorisé. Et dans les sédiments, à proximité, je dirais, de la mine d'or de Salsigne, on s'est retrouvé avec des concentrations allant jusqu'à 6000 fois supérieures, en sachant qu'on a retrouvé des quantités bien supérieures à ce qui est autorisé dans des cours d'école, dans des terrains de foot, dans les jardins, partout. Alors, cette situation, elle ne découle pas simplement des inondations. Il faut savoir que ça fait des années qu'on connaît cette pollution. En fait, en permanence, il se déverse de l'arsenic dans les eaux, à savoir qu'il y a à peu près 3 à 8 tonnes d'arsenic qui se retrouvent par an dans leur bielle. Donc, le cours d'eau qui traverse Salsigne, les anciennes mines d'or. À savoir aussi que depuis 1995, le préfet a pris des décrets en interdisant aux gens qui se trouvent à proximité du site de consommer des fruits, des légumes, interdiction de manger les escargots, interdiction de ramasser du thym et ainsi de suite. Donc, ça veut dire qu'on connaît cette pollution et que quand il y a des inondations, c'est une catastrophe terrible parce que là, cette pollution, elle est descendue jusqu'à Trèbes et peut-être après Trèbes, on n'en sait rien. En fait, on ne sait pas si elle est que dans les eaux de surface, si elle est dans les eaux souterraines, si elle va être dans l'eau qu'on va retrouver dans notre robinet. En fait,
c'est l'inconnue la plus complète. Le préfet dit tout va bien, tout va bien, tout va bien, mais les gens sont très, très, très inquiets. Est-ce que tu as connaissance de collectifs locaux? Est-ce que les habitants se battent voilà, individuellement, etc. Ou est-ce qu'il y a vraiment la volonté de créer un collectif pour aller peut-être en justice ou d'attaquer des organismes en Il y a particulier? une association qui a beaucoup travaillé dessus, qui est les Gratte-Papier. Ils ont vraiment beaucoup travaillé dessus. Après, il y a d'autres associations qui travaillent aussi dessus. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a surtout des enfants qui sont touchés. Il y a quand même eu 58 enfants qui ont été détectés avec de l'arsenic, dont 5 apparemment, donc ça pourrait être très grave. Il faut savoir que de l'arsenic chez des enfants, chez des adultes aussi, mais chez les enfants, c'est encore plus important. Ces enfants risquent de développer des cancers. Or, ça, nous, Gilets jaunes, on l'a dit dès le départ. Or, quand on en parlait, quand on a essayé d'en parler aux députés, quand on a essayé d'en parler au préfet, quand on a essayé d'alerter, on avait une fin de non-recevoir. Oui, effectivement, il y a une des mamans de ces 58 enfants qui a lancé une pétition en octobre 2019 qui s'intitule Contamination d'enfants à l'arsenic dans l'eau, stop à l'inaction de l'État, où elle s'adresse au président et elle lui demande, entre autres, elle et le collectif des parents, de dépolluer les sites de la mine de Salsigne, d'obtenir un centre médical de suivi pour les enfants qui sont surexposés à l'arsenic et au métaux lourds et de demander la création d'un fonds d'indemnisation des victimes. Je ne sais pas à ce jour où ça en est. Il y avait presque 2000 signatures au moment où on sortait le livre. Est-ce que toi, tu as vent d'avancer ou est-ce que tu as l'impression que ça stagne? Non, j'ai aucune idée. Par contre, il faut savoir que ces buts qui ont été faits avec ces dépôts n'auraient jamais dû être faits dès le départ, mais vraiment dès le départ, avant qu'elles soient créées, avant que ces déchets soient entreposés là. On avait bien précisé que des scientifiques avaient précisé que c'était hyper dangereux. Et même à cette époque, le préfet émettait un doute. Donc, je veux dire, c'est pas récent. On a toujours su que l'arsenic était dangereux. Donc, aujourd'hui, on laisse une situation stagner, une situation s'empirer, et avec quels dégâts à long terme, on n'en sait rien. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui ont un jardin pollué, que font-ils? Ils ne vont pas enlever toute la terre de leur jardin. Donc, ça veut dire que tu vas dans ton jardin, les jours où il fait très sec, cet arsenic se volatilise dans l'air, donc forcément, tu en respires aussi. Il n'y a pas simplement sur les mains. On baigne dans l'arsenic. Mmh. Et donc, il faudrait prendre la situation en main de façon très, très importante et à différents niveaux. J'entends. Merci beaucoup, Patricia. On va revenir à toi tout à l'heure puisque les sujets se croiseront et je vais passer la main à Marie pour la suite du live. Oui, merci Priscilla, merci Patricia pour ce témoignage important. La situation, effectivement, dans l'Aude, dans la vallée d'Orbiel, elle est très difficile. On le sait, peut-être qu'on reparlera de chiffres d'ailleurs après pour donner des ordres de grandeur, mais il y a quand même d'autres endroits en France qui sont concernés par ces stockages, entre guillemets, ces lâchers de déchets dangereux. Et je pense notamment à l'Alsace, où effectivement, on a un stockage aujourd'hui organisé des déchets des mines de potasse du côté de Wittelsheim. Et donc, Yann, vous êtes là pour nous en parler ce soir. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu peut-être ce qui se passe pour commencer? Quel est l'objet de votre lutte, de votre mobilisation? Oui, et bonsoir tout le monde. Oui, je voudrais d'abord repréciser à peu près la situation géographique, enfin la préciser. Situation géographique de Stockamine, c'est donc une entreprise qui avait comme projet de stocker des déchets ultimes chimiques. Donc, c'est dans une ancienne mine de potasse d'Alsace, les MDPA, mine domaniale de potasse d'Alsace. Une ancienne mine, mais pas dans la mine elle-même, sous la couche de potasse qui a été sortie, dans le Selgem, qui était à l'époque une garantie de stabilité millénaire. Donc, c'est dans la commune de Wittelsheim. La commune se trouve au sud de l'Alsace, dans le Haut-Rhin. Et alors, ce qui est pour nous hyper important, c'est qu'au-dessus de cette mine de potasse, nous avons une grande nappe phréatique
qui alimente toute l'Alsace et tout le pays rhénan, parce que la nappe phréatique alsacienne continue aussi jusqu'à Francfort, de Bâle à Francfort, et elle suit en gros le cours du Rhin, qui l'alimente et qui est alimenté par la nappe. C'est assez complexe comme système, mais voilà, c'est une richesse inestimable pour l'Alsace, pour le pays rhénan. Du coup, c'est votre France. Il y a l'eau potable que vous buvez. C'est l'eau potable qu'on boit tous les jours. C'est l'eau potable qui alimente 2 millions d'Alsaciens et environ 7 millions d'Allemands, de Suisses, puisque nous sommes riverains de par le Rhin. Et donc, c'est encore une fois une richesse inestimable qu'on ne peut pas se permettre de polluer maintenant, qu'on ne peut plus se permettre de polluer. Alors, juste un petit... Il faut déjà savoir que la nappe phréatique est pour un tiers impactée par des pollutions industrielles et agricoles et forcément des consommateurs que nous sommes tous. Donc, un tiers de l'eau est impropre à la consommation humaine, c'est énorme. Alors, rajouter là-dessus ce danger, cette bombe à retardement que constitue Stockamine, c'est carrément impensable et impossible. Alors, oui, une question. Pour en revenir du coup au stockage de déchets, quel déchet du coup on veut mettre là-dessus? Alors, la question était, enfin, le projet était de stocker des déchets dits ultimes de classe 0. Alors, personne ne savait ce que c'était, même pas le promoteur à l'époque, puisqu'il a fallu attendre une loi en 1992 qui précise et qui définisse le déchet ultime. En gros, c'est un déchet qui ne peut plus être détoxifié, ni économiquement, ni techniquement. Voilà, c'est un déchet dont on ne peut pas réduire la toxicité, économiquement parlant. On s'est vite rendu compte que personne ne savait exactement qualifier le déchet d'ultime, parce qu'on s'est adressé aux spécialistes de l'ADRIR de l'époque, aux spécialistes des ingénieurs des mines. Messieurs, pouvez-vous nous affirmer que ce déchet est ultime? Ben non, on ne peut pas vous l'affirmer. Donc déjà, il y avait un vice de forme au départ. Ensuite, on s'est rendu compte que les déchets ultimes, ben, il n'y en avait pas tellement, finalement. Pas de quoi rentabiliser l'entreprise. Du coup, l'entreprise s'est dit, tiens, on va puiser dans les réfiums, ces déchets issus des usines d'incinération, donc des fumées qu'on condense. Et on est arrivé aujourd'hui à avoir plus de réfium, de déchets de type de classe 1. C'est un peu technique, hein. Mais ces déchets-là sont aujourd'hui stockés en surface. Donc, on s'est dit, on va faire un peu plus d'argent en acceptant ces réfiums. Il y a à peu près 56%, 60% de réfium sur les 42 000 tonnes de déchets stockés au fond, actuellement. Vous voyez déjà, il y a eu des dérives. Dès le départ, cette entreprise n'a pas respecté tout à fait le cahier de charges qu'elle s'était imposé. Mais du coup, si je comprends bien, les déchets viennent de toute la France. Les déchets, au départ, devaient venir de l'Alsace, ils viennent de toute la France. Des déchets sont venus de Suisse, d'ailleurs, qui étaient même interdits, qui sont retournés là-bas. Clarence, notamment, c'est l'entreprise qui envoyait ses déchets sur Stockamine. Donc, le marché était quasi européen. Hein, il aurait pu être européen si l'entreprise avait fonctionné. Bon, il s'est avéré très vite qu'économiquement, c'était un fiasco parce qu'au bout de 2 ans, ils se sont rendus compte que les déchets, les Allemands qui ont des mines où ils stockent, où ils enterrent des déchets, revenaient beaucoup moins cher que Stockamine. Donc, il y avait une concurrence assez difficile. Et alors, pour aller vite, l'incendie, à mon avis, a été un soulagement pour les exploitants. Ils se sont dit, ouf, voilà, avec cet incendie-là, on arrête tout parce que franchement, c'est un fiasco. Donc, en gros, Stockamine, ça a été un fiasco économique, un fiasco écologique, ça risque de l'être si on laisse tout au fond, et un fiasco, je dirais, démocratique, parce qu'on a bien vu comment fonctionne la démocratie ici, on a vu comment les associations étaient écoutées, comment elles n'étaient pas écoutées en fait, comment le pouvoir et comment le corps des mines imposait ses vues, enfin bref, tout ça, c'est l'expérience des 30 années de lutte contre ce projet et contre cette entreprise qui nous l'ont montré, qui nous l'ont appris. Alors, je reviens vers vous, c'est très intéressant ce que vous dites. Je reviens vers vous juste après sur la question de la lutte que vous menez, justement des obstacles que vous avez rencontrés dans cette lutte. Est-ce que peut-être avant, vous pouvez me dire pourquoi Wittelsheim? Pourquoi chez vous? Pourquoi est-ce qu'on a jugé que vous pouviez être la poubelle de l'Europe? Voilà. Il y avait en fait, au départ, il y avait deux autres projets, un dans le sud, du côté de Manosque, et un projet en Lorraine, à Varangeville. Mais ces deux projets ont tout de suite, il y a eu un soulèvement de la population et des élus immédiatement
Donc, on a fait marche arrière, on a dit non, là, c'est pas bon. Et on est allé voir du côté des mines de potasse. Et alors, le bassin potassique, c'est les mines de potasse depuis une centaine d'années. C'est-à-dire que les MDPA, principal employeur de la région, 15 000 mineurs à une époque, faisaient la pluie et le beau temps dans le bassin potassique. Les mineurs étaient, enfin, tout leur était pas offert, mais donné par les mines de potasse. C'était vraiment l'entreprise type paternaliste, les écoles, les pharmacies, les médecins, le sport, la culture. Même les élus des communes étaient issus souvent et fréquemment du milieu des mineurs. Donc, vous voyez, c'était vraiment quelque chose. C'était la vie, pendant 100 ans, les mines de potasse, c'était la vie du bassin potassique. Donc, forcément, lorsqu'on propose à ce moment-là, dans les années 80, sachant que les mines de potasse allaient vers leur fin, on propose à tous ces gens-là de faire perdurer l'esprit mineur et la mine de potasse avec un site de stockage. Et ça a marché à fond, parce que tout le monde y croyait. Il y a eu, comme souvent, des gros mensonges de dit, genre on va vous créer plein d'emplois, on va créer un pôle de recherche, on va redynamiser, réindustrialiser le bassin potassique. Et ça, moi, je peux comprendre. Les mineurs, un peu avec un chômage qui s'annonce, applaudissent demain. Et tout le monde a accepté cette mine les yeux fermés, pas tous. Là, je voudrais quand même rendre hommage à mon ami Étienne Chamic, qui est un mineur de fond, qui a 30 ans d'expérience de fond, notamment dans la mine Joseph Hels, où sont stockés ces déchets. Lui a dit dès le départ, ces mines ne sont pas faites pour accueillir ces déchets et pas pour stocker sur du long terme. Il l'a toujours dit. Il a été, comment dire, ses amis syndicalistes l'ont renié très vite en disant mais non, c'est pas vrai, ces mines sont solides. Enfin bref. Et c'est avec lui qu'on a commencé ce combat en 1989, parce qu'on s'est dit non, on ne peut pas accepter ça. Il y avait eu historiquement une pollution très grave, un peu plus tôt de notre nappe phréatique par des usines chimiques qui avaient enterré, en dépit du bon sens et de la loi, avaient enterré leurs déchets à même le sol de leurs entreprises. Et cette pollution historique a marqué les esprits, nous a marqué énormément. On s'est dit non, on ne peut pas sortir d'une pollution grave et risquer encore d'y replonger dans quelques années avec Stocamine. Voilà le début de l'action en 1989. Donc en 1989, il y avait une perte d'emploi dans le bassin minier et on vous dit l'avenir pour l'emploi, c'est Stocamine. C'est Stocamine, mine au service de l'environnement et au service de l'emploi et au service de la recherche, parce que là, le pôle de recherche devait travailler sur justement les déchets et comment faire pour réduire la toxicité de nos déchets. Enfin bref, c'était bien emballé, un joli petit nœud autour, et ça a passé. Des élus aussi applaudissaient à deux mains. Ah oui, on va avoir de l'emploi, très bien, accueillons Stocamine, bras ouverts. Donc ça se tient dans un cadre, voilà, avec une entreprise paternaliste qui est celle qui gère aujourd'hui la mine et le stockage. Ah non, parce que là, alors les choses ont bien évolué. Stocamine, il y avait 3 actionnaires, l'entreprise minière et chimique EMC, les mines de potasse d'Alsace, et Tredi, qui est aussi comment dire, qui travaille sur les déchets également. Donc il y avait ces 3 actionnaires-là. Et puis, alors, je peux vous raconter ça, l'histoire, rapidement. En avril, l'année de l'incendie, en avril 2002, Tredi vend ses parts, 33%, à l'entreprise Séché, qui est un grand du déchet en France également. Séché rachète Stocamine, enfin la part de Tredi, et septembre 2002, l'incendie, et du coup, Séché avait acheté 33% d'une entreprise qui, au bout de quelques mois, est partie en fumée. Le problème, c'est que l'incendie, c'est en fait l'entreprise Séché qui était chargée d'évacuer un dépôt de produits phytosanitaires du côté de Nantes et a forcé quelque part, a forcé le directeur de l'entreprise à accepter ces déchets-là, qui étaient forcément contrevenants au cahier de charge. Le directeur les a acceptés. Ces déchets étaient humides. C'était des produits phytosanitaires. Ils se sentaient mauvais à l'arrivée. Ils fermentaient déjà. On les a descendus au fond quand même. Et forcément, ce qui a dû se passer, c'est passé. Ça a fermenté. Et il y a eu une autocombustion au fond qui a duré quand même pendant 3 mois. Alors, la blague aussi, c'est que quand nous pointions le risque d'un incendie au fond de la mine, on nous répondait « aucun souci, c'est improbable » et même en 10 minutes, il serait circonscrit. On a mis 3 mois à étouffer le feu. Vous voyez un peu la situation dans laquelle on s'est trouvé, avec bien sûr des fumerolles toxiques qui s'échappaient. D'ailleurs, les 20 000 m3 de fumée qui étaient stockés au fond ont été relâchés par les voies naturelles, nous a dit le préfet à l'époque, c'est-à-dire
allez, on va empester l'atmosphère, on va un peu empoisonner un peu plus la population. Voilà, c'était complètement absurde comme situation. Alors, moi, j'ai une dernière question avant qu'on passe à la suite. J'ai une dernière question qui est, voilà, vous nous avez raconté comment votre combat avait commencé, vous nous avez raconté le fait que ça a tout de suite été fait sur des éléments proposés à la population qui étaient des éléments faux. Voilà, que ça s'est posé dans un certain contexte quand même et social et économique et démocratique. Est-ce que vous pouvez juste nous dire, depuis l'incendie, comment votre lutte a évolué? Qu'est-ce qui aujourd'hui est devant vous? Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui vous freine? Voilà, en quelques mots, et on reviendra peut-être dessus après dans la partie discussion. Alors, suite à l'incendie, il y a eu un gros temps mort, c'est-à-dire rien n'a bougé. Il a fallu attendre 2003, donc, enfin 2 ans après, pour qu'un député, le député local, alors un génie, je ne sais pas quel mauvais génie lui a soufflé cette idée-là, d'amender la loi et donc de permettre à Stocamine alors le terme c'est de stocker pour une durée illimitée les déchets au fond, autrement dit de les enfouir. Alors que la loi au début imposait à l'exploitant de ressortir ces déchets-là en cas de pépin et de le ressortir si jamais l'exploitation s'arrêtait à un moment donné des 25 années d'autorisation. Donc, Stocamine avait obligé, c'est ce qu'on appelle la réversibilité, parce que n'oublions pas que ce stockage a été accepté aussi parce qu'il y avait la réversibilité d'inscrite dans la loi. Donc, obligation de déstocker, de remettre la mine en état et de sauvegarder notre nappe phréatique par la même occasion. Eh bien, ce préfet-là, ce député-là, super amendement, et qui a permis ensuite, facile, hein, la loi nous embête, on la modifie, on l'amende, et ainsi, c'est vraiment l'amendement pour Stocamine, hein, parce qu'il n'y a pas d'autres déchets, il n'y a pas d'autre stockage en mine en France. Et ça nous a vraiment révoltés. Et du coup, on a créé le collectif en 2010, et il y a 13 associations et syndicats qui adhèrent à ce collectif, et on s'est dit, chouette, si les syndicats des mines, CGT, CFDT, enfin tous les syndicats qui étaient puissants à l'époque, nous rejoignent, c'est gagné, quoi. On va les faire piller et ils vont tous sortir. Eh bien non. Bon, les syndicats étant un peu en perte de vitesse, on a bien vu que, par contre, ce qu'on a gagné, c'est l'adhésion de tous les élus locaux. Ça, on a pris notre bâton de pèlerin, on a fait le tour des communes, on a fait le tour du département, de la région Alsace, et tous les élus de toutes ces collectivités-là ont très vite été opposés au stockage définitif et réclament depuis le déstockage total du site. Et malgré cela, en haut lieu, on ne nous écoute pas. Alors là aussi, c'est un autre point d'achoppement, c'est un point terrible, c'est que le centralisme parisien règne en maître et impose ses vues, alors que la région Alsace ne demande qu'à tout ressortir pour protéger encore une fois cette ressource qu'est notre nappe phréatique. C'est compliqué. Hein. Ouais, je sais. Merci Yann. Je prends le relais pour aller vers Frédéric, mais j'ai 2 questions pour vous. Enfin, j'entends dans votre discours que vous dites on ne nous a pas écoutés, et j'ai cru comprendre que tout au long de cette lutte, il y a eu des consultations et des avis qui ont été recueillis qui vont dans le sens du retrait de ces déchets, mais que jamais, tout au long de ces années, on a écouté en fait. Et j'avais rencontré Cindy en manifestation, une gilet jaune d'Alsace qui vous a rejoint dans la lutte et qui disait on s'est fait avoir. Et par rapport au deal qui consistait à déterrer ces déchets. Et en plus de ça, derrière, tous les avis n'ont pas été entendus et ni écoutés, quoi. Non. Et vous parliez de la démocratie, comme quoi il n'y a pas de démocratie finalement. Alors, je vous donne 2 exemples, ou 3 même si vous voulez. Les commissions locales d'information et de sécurité, CLIS de l'époque, qui se sont transformées en CSS, commission de suivi de site. Je ne sais pas pourquoi on a transformé le nom. Eh bien, au sein de ces commissions-là, il y avait bien sûr le collège des associations qui émettait des remarques, qui faisait des critiques, qui cherchait à savoir, en face d'un bloc constitué par les représentants de l'État, par l'employeur et par les élus qui souvent n'étaient pas au courant ne connaissaient pas le dossier. Donc là, déjà, un déficit démocratique énorme. Ensuite, il y a eu un débat public d'organiser pour faire taire le peuple qui s'énervait un petit peu. On a organisé un débat public en 2014. Ça coûte cher déjà. Et plus de 90% des opinions après le débat exigeaient le déstockage total. C'est comme s'il n'y avait pas eu de débat, on n'en a pas tenu compte. Et finalement, il y a eu l'enquête publique en 2016 pour la fermeture définitive.
pareil, il y a eu quasi 100% d'expressions d'élus, d'associations, de citoyens pour le déstockage total. Le préfet signe l'arrêté qui autorise l'enfouissement définitif. Donc, vous voyez où est la démocratie dans ces trois situations-là. On se pose la question. On n'a pas beaucoup parlé des travailleurs, mais c'est vrai que lorsqu'il y a eu cet incendie, il y a eu des employés qui ont été envoyés sans équipement dans la mine, qui avaient alerté sur la dangerosité et le risque encouru de traiter, d'aller justement éteindre cet incendie sans équipement, et qui finalement, il y a eu un procès, ils ont pu avoir indemnisation, mais ils ont été malades suite à ça parce qu'ils ont respiré tous ces déchets, etc. Donc c'est vrai qu'il y a les habitants, il y avait donc aussi les travailleurs, et c'est un risque à chaque fois que justement on a ces sociétés-là qui se permettent et de ne pas écouter et prendre l'avis des personnes qui sont contre le projet, mais qui en plus mettent l'avis des autres en danger lorsqu'il y a un souci qui avait été en plus anticipé par les militants. Tout à fait, c'est ça, c'est que l'exploitant, à la limite, s'en fichait un peu de, même s'il affichait, comment dire, théoriquement, toutes les mesures possibles et imaginables pour garantir et la sécurité du site et des employés, ben, finalement, non. Imaginez qu'il n'y avait même pas une alarme incendie au fond de la mine, ça n'est même pas, alors que c'est un truc que vous avez chez vous dans vos maisons, on vous les impose, au fond de la mine, il n'y en avait pas. Donc, vous voyez qu'il y a quand même, c'est un peu léger hein, comme responsabilité des exploitants. Ouais. Merci Yann. Mais je vais vers Frédéric Auger, qui est donc un ancien chercheur du CNRS et qui a accepté de partager aussi ses travaux, j'imagine, qu'il a pu avoir pendant toutes ces années, et avec sa spécialisation sur les sols pollués, il pourra nous aider à faire le lien entre ces luttes et le lien entre tous ces cas en fait. Qu'est-ce que ça vous évoque quand vous entendez ces témoignages-là, Frédéric? Oui. Bon, bonsoir tout le monde. Ben, tout d'abord, de petites rectifications. Yann Flory, enfin c'est vous-même, pardon, qui avait dit qu'ils ont été indemnisés. Ils ont touché 1 500 € de préjudice moral, c'est-à-dire la moitié du prix des obsèques de chacun d'entre eux, parce qu'ils sont morts ou ils vont mourir. Et ce n'est pas le seul endroit en France où ça se passe de cette façon-là. Donc, je crois qu'il faut relativiser le concept d'indemnisation. Oui, d'ailleurs, c'est indiqué dans l'ouvrage. Hein. C'est indiqué 1 500 € de dommages moraux à chaque employé qui s'était porté civil. C'est ça, donc c'est rien du tout. Une autre rectification, Yann Flory parle des nappes phréatiques, c'est beaucoup plus grave que ça. Ce sont les aquifères profonds qui ont été touchés, parce que la mine, elle descend 600 mètres à peu près pour ce qui est des mines de potasse d'Alsace ou le site de Stockamine. La nappe phréatique, c'est vraiment ce qui est très proche de la surface, donc c'est plus grave que ça parce que ça a un impact sur du plus long terme et sur des ressources hydriques extrêmement importantes si on réfléchit à un horizon de quelques centaines d'années, ce à quoi il faut réfléchir. Alors plus globalement, le problème qui se pose, il est général, c'est-à-dire que vous avez toujours un discours qui est lénifiant, qui consiste à dire « n'ayez pas peur, nous sommes compétents », etc. et qu'on s'aperçoit qu'au final, il y a eu mensonge. Alors, pour repréciser par rapport à ce qui se passe à Stockamine et comparer avec ce qui se passe dans la vallée de l'Orbiel, mais on pourrait comparer avec Saint-Félix-de-Palière, on pourrait parler de Decazeville, on pourrait parler de centaines de sites en France. Rien que pour les mines, on est à 3500 mines. Et ce qui est important de comprendre, je fais un petit appendice, c'est que si le premier domino tombe, les autres dominos risquent de tomber. Ce qui explique pourquoi l'État est vent debout pour bloquer toute protestation. Parce que si l'État cède sur un site, il sera obligé de céder sur les autres. Ce qui explique aussi la démarche qui est conduite en vallée de l'Orbiel, plus précisément, qui consiste à ne pas s'intéresser seulement aux problèmes par rapport aux mines, mais dire que là, on a une spécificité plus large, mais qui rejoint quelque part un peu Stockamine, sauf que dans la vallée de l'Orbiel, c'est bien pire que ce qui se passe à Stockamine, puisque là, on est à 2 millions de tonnes de déchets toxiques mélangés dans 15 millions de tonnes de tout venant. Voilà, qui est à 10 microns. C'est-à-dire qu'avec un bloc de 1 tonne, quand vous avez passé tout ça à 10 microns, ça vous donne une surface d'oxydation qui est de 200 terrains de football. Ce qui veut donc dire que vous avez vos produits qui vont se dissoudre beaucoup plus vite. Bon, je vais arrêter de parler technique, mais il faut retenir la leçon qui est que dans certaines zones, je pense au bassin de l'Orbiel, là, ça fait 1 siècle qu'on ment à la population et qu'une partie de la population, comme en Alsace, comme ailleurs, dit quand même « merci patron ».
parce que leur problème a été d'arriver à gagner leur vie sans la perdre. Et malheureusement, beaucoup ont perdu leur vie et au final, ils y ont perdu leur emploi. Et on leur a laissé, bien sûr, la pollution avec de beaux discours et tout continue. Est-ce que j'ai été suffisamment clair ou vous voulez d'autres exemples? Je ne sais pas, moi je suis à votre disposition. Ah, je ne vous entends plus. Ouais, je voudrais... Excusez-moi Frédéric. Oui, allez-y Yann. Oui, sur la nappe phréatique, j'ai cité la nappe parce qu'effectivement, c'est ce qui nous préoccupe en premier chef. C'est quand même ce qu'on boit tous les jours. C'est l'eau qu'on boit au robinet. C'est l'eau qui sert à nos cultures. Enfin bref. Et les nappes plus profondes, effectivement, elles ont leur importance. Mais c'est vrai, on n'y pense pas assez. Mais bon, nous, notre préoccupation, c'est, encore une fois, l'eau qu'on utilise là, et l'eau qui va se devenir une denrée très rare avec les étés qu'on nous annonce. Et c'est cette eau-là qu'il nous faut à tout prix sauver. Non, mais on est bien d'accord. Hein. C'était juste pour dire que le problème est plus important encore que ce que vous disiez. OK. Ouais. Et c'est la même chose pour le bassin versant de l'Aude alimenté par le bassin versant de l'Orbiel, mais c'est la même chose pour le bassin parisien. Le problème est identique pour l'ensemble du bassin versant du Rhône. C'est la même chose pour la Loire. Le problème est absolument le même. Vous évoquiez les industries suisses. Il faut savoir que 650 000 tonnes de terre sur les documents douaniers, ça s'appelle des terres suisses, simplement. En fait, c'était des terres fortement arséniées et cyanurées, sont sorties de Suisse pour venir dans le bassin versant de l'Orbiel. Il n'y a que 300 000 tonnes qui sont arrivées. 350 000 tonnes se sont évaporées en chemin, très bizarrement. Hein. Et enfin, 350 000 tonnes de déchets toxiques suisses qui sont venus sur ce territoire de l'Orbiel. Je ne parle pas de ce qui est venu du Japon. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est, si vous voulez, la démarche qui a été suivie, qui est identique, c'est-à-dire une démarche de mépris à l'égard des populations de la part de personnes qui se présentent comme les sachants, si ce n'est que dans ces populations, eh bien, il y a des gens qui ont quand même un cerveau entre leurs deux oreilles, donc ils sont capables, même s'ils sont théoriquement à bac-4, de travailler, de devenir extrêmement compétents. Et c'est ce que l'on découvre progressivement en France, mais il n'empêche qu'en face, on a des forces extrêmement puissantes qui parlent elles aussi, c'est leur point de vue. Hein, de service de l'État, de biens publics, mais ils n'ont pas la même conception du bien public et de l'intérêt de l'État que peuvent l'avoir les populations qui vivent sur ces territoires. Un dernier point par rapport à ce qu'a indiqué Patricia, il ne faut pas se focaliser sur la mine d'or. La mine d'or de Salsigne, certes, elle a donné 120 tonnes d'or à peu près sur un siècle. Elle a laissé sur place 500 000 tonnes d'arsenic. Il y en a eu pratiquement autant qui a été vendu durant ce siècle-là, puisque c'était prioritairement une mine d'arsenic, le premier producteur d'arsenic au monde, 30 tonnes par jour à une époque pour alimenter la guerre du Vietnam, c'est pas rien. Et on a beaucoup plus donc, que ça. Nous avons du lithium, on a du cobalt, on a du sélénium, on a de l'antimoine, on a du bismuth, etc., ce qui donne maintenant un impact sanitaire extrêmement important qui touche les enfants, oui. Nous avons des enfants qui sont très touchés. On ne peut pas prouver, au moment où je parle, le lien de causalité, mais quand même, bon, je ne peux pas parler de dossiers médicaux en public, mais quand même, il y a des mamans qui pleurent. Bon, mais il y a aussi les adultes. Quand vous avez un médecin généraliste qui a un taux de Parkinson beaucoup plus important que la moyenne française, il y a quand même des questions à se poser. On a aussi des morts depuis une trentaine d'années avec une approche biaisée des problèmes en évacuant les enquêtes. Voilà. Mais ce n'est pas le seul endroit. C'est ça qui est important. Ça, le problème se pose bien ailleurs. Et donc, on a là des questions à se poser, des mobilisations qui sont en jeu. Mais en fait, je dirais que l'État joue la montre. Dans 15 ou 20 ans, les gens qui ont la mémoire sur ce territoire du bassin versant de l'Orbiel, mais aussi à Decazeville, mais aussi dans toutes les mines des Cévennes et ailleurs, eh bien, ils seront morts. Et là, il n'y aura plus cette mémoire. Et donc, on va avoir des jeunes qui vont aller faire du motocross ou du quad sur des terrains extrêmement pollués. Et à terme, ils seront touchés. J'en ai très peur. J'espère me tromper de tout cœur. Merci Frédéric, c'est une remarque que j'avais entendue
la bouche de Yann qui disait aussi, effectivement, ça fait des années qu'on se bat et ensuite tout le monde oubliera. Effectivement. Patricia, tu veux réagir à ce que Ben dit moi, je voulais surtout réagir. On sait depuis très longtemps que ces sites sont vraiment dangereux. Entre 69 et 98, il y a une étude qui a été faite sur 18 communes de la vallée de l'Orbiel. Et en fait, ils ont déterminé que le nombre de cancers de la gorge était 80% supérieur au reste de l'Aude. Pour le larynx, 110%. Et pour les cancers digestifs, 30% supérieur. Donc, il suffit de faire le lien. Hein. Ce que je veux dire, rien que sur les cancers, les proportions sont énormes. Voilà. Il n'y a pas que ces problèmes de cancer, il y a aussi des problèmes de peau, il y a aussi toutes sortes de problèmes dont on ne parle absolument pas. Et certaines personnes qui se retrouvent malades ignorent même que c'est à cause de l'arsenic et de tous ces métaux lourds que l'on retrouve dans la région. D'ailleurs, si vous vous promenez dans la région, si vous n'êtes pas au courant, vous êtes incapable de savoir que c'est une zone polluée. C'est super beau quand vous allez là-bas. C'est joli. Vraiment, vous promenez en bordure de l'Orbiel, c'est beau. Hein, mais il ne faut surtout pas s'y baigner. Et je suis désolée, quelqu'un qui vient d'autre part, qui ne le sait pas, ne peut pas imaginer les risques qu'il y a. Imaginez qu'il se trouve en bordure de cours d'eau, dans des endroits où sur les sédiments, il y a des taux énorme de produits toxiques. Il va avec son gamin, il va jouer, parce qu'un gamin, ça joue, ça aime bien tripoter la terre humide pour faire des jeux. Il s'empoisonne. Ça, on ne le sait pas. Expliquez-moi pourquoi. Je ne sais pas. Ce n'est pas faute d'avoir averti Monsieur le Préfet. J'en témoigne, je l'ai moi-même dit, en disant « Attention, vous mettez des panneaux », ils en ont rajouté quelques-uns, « Propriété privée, défense d'entrée ». Pas une seule fois, vous verrez le panneau « Territoire pollué ». Jamais. Et il y a encore quelques jours, un groupe de petits jeunes, quand il a fait chaud, là, se baignaient dans l'Orbiel. Alors, la réponse, c'est « Il y a un arrêté préfectoral ». Et la réponse d'un de ces jeunes, ça a été de dire « Je ne lis pas le journal officiel tous les matins ». Et moi, j'ai un peu la même question que j'ai posée à Yann tout à l'heure pour vous, au moins ce que vous me racontez aussi sur le fait que finalement, ça a été et des ouvriers et des riverains qui ont été chercher, créer la connaissance par rapport à la pollution autour de cette vallée-là, parce que les infos qui étaient données par l'État, soit elles étaient parcellaires, c'est-à-dire qu'ils donnaient un peu d'infos, soit ils en donnaient que vous ne croyiez pas. Et du coup, ça a été beaucoup le travail citoyen, même de créer de la donnée autour de la vallée de l'Orbiel. Ça me fait beaucoup penser voilà, à ce qui a été fait aux États-Unis, hein, où ça a été les populations elles-mêmes qui ont été regardées en ayant le sentiment d'être plus polluées qu'ailleurs. Et donc, paf, elles ont été créées de la donnée pour savoir est-ce que ce sentiment-là de discrimination était réel ou pas. Donc, voilà, ça me fait un peu penser à ce que vous racontez, vous. Mais du coup, pour reprendre la même question que j'ai posée à Yann tout à l'heure, pourquoi la vallée de l'Orbiel ? Pourquoi l'Aude ? Pourquoi la vallée de l'Orbiel ? Il y a eu la mine, c'est vrai, mais comme ce que vous racontez dépasse la question de la mine, je m'interroge un peu. Mais, si vous permettez que je réponde, pardon, excusez-moi Patricia. Je te disais, je te laisse répondre. Voilà, c'est que cette vallée, elle est emblématique parce qu'on a là des événements qui se sont produits à une échelle exponentielle par rapport à d'autres sites. Mais ces mobilisations de citoyens, on les a retrouvées pour l'école Roosevelt à Vincennes, on les a retrouvées pour les enfants dans les Ardennes à propos de l'usine Métal Blanc, on les a retrouvés pour Métal Europe Nord, etc., etc. C'est un phénomène qui est général sans qu'il y ait en quelque sorte de synthèse qui soit faite ou sans qu'il y ait de lien établi entre des populations qui chaque fois croient mener un combat seul et être les seuls à être impactés, alors qu'en fait, c'est un mouvement qui est général à la France, mais que l'on retrouve en Espagne, que l'on retrouve dans bien d'autres endroits. Ce qui se passe simplement à Celsigne, c'est qu'on a eu conjonction d'entreprises mafieuses qui sont venues sur cette zone avec des gens qui sont extrêmement connus dans le monde pour ça. Et vous avez des déchets qui sont venus du monde entier à une échelle bien plus importante que ce qui se passe à Stockamine. Voilà, avec l'idée que ces populations étant habituées à la pollution, elles allaient en encaisser un peu plus et qu'elles avaient été, pour
une partie de ces populations habituées à se taire, ce qui est un phénomène que l'on retrouve ailleurs. Voilà. Simplement, bon, à Salsigne, vous avez eu la conjonction de certaines personnalités qui vivaient sur place, bon, qui ont su se mobiliser, qui ont laissé parfois leur vie de famille. Bon, certains avaient la rage parce qu'ils avaient perdu des membres de leur famille dans cette bataille. Et donc, on a un peu plus d'expérience, mais il ne faut pas se focaliser simplement sur la vallée de l'Orbiel. Ce n'est pas le cas unique en se disant, ben voilà, ça se passe dans la vallée de l'Orbiel, nous on est tranquille. Non, ce phénomène se passe aussi ailleurs, en France, en Europe, dans le monde. Parce que, donc là, vous citez des entreprises mafieuses. Moi, j'ai le sentiment quand même que quand on parle de la vallée d'Orbiel, on parle de montants, de sommes, de tonnes qui sont mesurées. Alors moi, je ne peux pas m'empêcher quand même de faire un lien avec le fait que l'Aude soit l'un des départements les plus pauvres de France. Mais du coup, je vous repose la question là-dessus. Et puis, la question que j'ai posée à Yann tout à l'heure aussi, hein, mais à qui profite le crime? Alors, de l'argent a été injecté, effectivement. Rien ne veut dire que ça ne veut pas dire que tout cet argent ait pu être dépensé sur place, parce qu'il y a des frais de gestion, des frais de secrétariat, des frais de déplacement, etc. Et ça permet à certaines entités de continuer de vivre grâce à ça. Après avoir pollué, maintenant, on réfléchit sur la dépollution ou sur la mise en sécurité relative, et on réfléchit sur la réflexion qui conduit à une réflexion sur la réflexion, etc. Et bien sûr, on facture tout ça. Donc, on va vous dire, nous venons de mettre 10 millions d'euros sur le site. En vérité, combien de mètres cubes de béton ont été coulés? Combien d'argent réellement a été dépensé sur la zone? Il y a un fossé entre l'argent qui est annoncé comme étant dépensé et l'argent qui est réellement injecté sur place. Mais alors peut-être du coup du côté de Patricia, on dit il y a de l'argent qui est dépensé, tout ça. Ça veut dire que quoi? C'est donc les entreprises qui ont pollué, déversé, etc. sont maintenant chargées de la réflexion et l'argent, il vient de l'État qui vient payer ces entreprises pour. C'est quoi? Juste pour être bien. En fait, les entreprises qui ont exploité la mine ont passé un accord avec l'État qui les dédouane de tout. C'est-à-dire que c'est l'État qui prend aujourd'hui à sa charge la dépollution du site et tout ce qui peut découler des intoxications liées à l'exploitation. Alors, on se pose la question comment un tel accord peut exister? Parce qu'en fait, qui est-ce qui va payer cette dépollution? Si un jour elle arrive, ben c'est nous, citoyens. C'est-à-dire que nous avons le droit, nous, au doigt, d'être empoisonnés, malades ou d'être tués, c'est ça, et de payer. Alors, on se pose la question, comment de tels accords peuvent... Enfin, on ne sait pas. Là, point d'interrogation, ça paraît complètement fou. Et alors moi, je reviens sur ce qu'a dit Frédéric, il y a encore eu là des études de lancées en mars, récemment, mais à chaque fois, ce sont des études. Alors, on étudie le projet de confinement, on étudie ceci, on étudie. Mais le problème, c'est qu'on ne voit rien arriver de concret. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour les gens qui sont sur place, bien, la pollution, elle est toujours la même. Et puis, que vont-ils faire, ces gens qui ont un jardin, quand leur jardin est pollué? Ça veut dire qu'il faut enlever toute la terre de leur jardin? C'est absolument impossible. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme solution? Est-ce qu'il faut racheter les terrains avec un prix correct? Que faut-il faire réellement? Il va vraiment falloir, moi je pense à un moment donné, faire une étude épidémiologique, une étude sur le terrain pour faire participer les gens qui vivent cette pollution, qui subissent cette pollution et trouver une solution définitive, même si elle coûte cher. L'État s'y est engagé. Quand l'État veut trouver de l'argent pour certaines choses, il finit par le trouver. Donc là, il faudrait peut-être qu'à un moment donné ou à un autre, on trouve une solution viable pour tout le monde et que personne n'en pâtisse. C'est-à-dire que les gens qui ont une maison sur place n'en pâtissent pas, que les viticulteurs qui sont sur place n'en pâtissent pas, que les gens qui sont réellement sur place n'en pâtissent pas. Parce que beaucoup de gens ont peur dans le secteur, si on parle de cette pollution, d'en subir les conséquences. Et c'est vrai que dans un département où déjà il y a peu de gens qui s'en sortent, où tout l'immobilier est très peu cher, si ça tombe encore, ça va être une catastrophe pour beaucoup.
Donc ça, il faut l'éviter à tout prix. Donc il faut vraiment trouver une solution à grande échelle, à mon avis, mais se presser, arrêter de faire des études, comme dit Frédéric. Ouais, Yann, vous voulez rebondir, bien sûr. Rapidement, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Il y a 2 points sur lesquels j'aimerais m'exprimer. C'est à qui profite le crime d'abord. Ben, chez nous, franchement, je ne vois pas. Il ne profite à personne. C'est ça l'absurdité de la situation. À part le bétonneur qui va nous injecter des milliers de tonnes de béton pour ralentir la pollution future, je ne vois pas à qui profite, à part l'orgueil des grands corps des mines et compagnie qui ne veulent pas s'avouer dans l'erreur, peut-être. Mais c'est tellement minable comme profit qu'on ne comprend plus, quoi. Et puis, je voudrais quand même signaler une différence entre le site dont parle Frédéric et cette pollution effective et le nôtre, où la pollution n'est pas encore là. Et l'idée de se faire des générations futures, parce que nous, notre combat, c'est de dire, voilà, cette mine, ce cimetière chimique intéresse ceux qui vont nous succéder, nos héritiers, les générations futures. Et ça ne percute pas encore, ça ne percute pas l'esprit des gens. Je veux dire, les habitants de Wittelsheim ne réagissent pas à cette menace-là, à cette bombe à retardement, parce que c'est trop lointain, parce que c'est 200 ans, c'est 300 ans, on ne sait pas trop. Et je pense que là, il y a encore quelque chose qui ne touche pas les gens, quoi. C'est-à-dire, les gens aujourd'hui, c'est l'immédiat, c'est le présent, ce qui se passe demain, après nous, le déluge, quoi. C'est un peu la différence qu'il y a entre Salsigne et Stockamine, je pense. Par contre, il y a des similitudes énormes avec Bure et l'enfouissement des déchets nucléaires. C'est un autre sujet, mais on touche là du doigt la même problématique. Peut-on aujourd'hui enfouir des déchets? Est-ce que c'est censé? Est-ce que c'est responsable? Est-ce que c'est digne d'une société civilisée, quoi? C'est ça aussi le problème. Le gros problème, c'est que ce sont des déchets invisibles. Cette pollution, elle est invisible quand on se promène. Et ça, c'est terrible. Ouais. Parce que tout le monde ne peut pas en prendre conscience. Ouais, c'est juste. Allez, on approche vers la fin du webinaire, mais peut-être juste, on a parlé un peu de, voilà, vous avez évoqué, et Yann et Frédéric, la question du positionnement des mineurs eux-mêmes et des syndicats par rapport aux deux situations. Moi, j'ai quand même l'impression que même si c'est à quelques années d'écart, mais dans les 2 cas, les syndicats, les mineurs ont cru à cette espèce de chantage à l'emploi et qu'au bout d'un moment, ils ont fini par se rendre compte qu'effectivement, on leur avait vendu un rêve qui n'existait pas et qu'en plus, ça les avait tués eux en premier. Est-ce que j'ai juste là-dessus? Est-ce que vous pouvez juste peut-être tous les 3 revenir là-dessus? Ce sera ma dernière question, mais je la trouve... Alors, il y a des variantes dans les approches syndicales. La CFDT n'a pas tout à fait la même approche que celle qu'a pu avoir la CGT, mais la CGT elle-même a évolué dans ses analyses au fil du temps. La position de la CGT n'est pas la même que maintenant, que celle qu'elle pouvait avoir il y a 30 ans ou 40 ans par rapport à tous ces sites, parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, ils ont peut-être été un petit peu trompés. Quand je dis un petit peu, je suis gentil. Voilà. Donc, et à l'intérieur des syndicats, vous avez des variantes. Il y a des personnes qui ont pensé au moyen terme ou au long terme, et d'autres qui pensaient au court terme. Mais ça, c'est l'espèce humaine qui est ainsi faite. On n'y peut rien. Donc, effectivement, maintenant, on a une variante, on a une évolution dans les syndicats qui conduit à quand même une prise de conscience générale. Tout au moins, c'est l'analyse que je fais. Oui, je peux poursuivre. Oui, les syndicats, nous, on les a côtoyés dès le départ en 1989. Et le copain mineur de fond était syndiqué et délégué syndical de la CFDT. Oui, c'était déjà la CFDT, oui. Eh bien, il s'est fait mettre au banc de son syndicat au début. On lui disait, Étienne, tu mords la main qui te nourrit, quoi. Enfin, voilà le discours qu'on lui tenait. Alors qu'il disait la vérité. Les autres ne la disaient même plus, ne la disaient pas, parce qu'il y avait ce chantage à l'emploi. Et par contre, ils ont bien vite, enfin, ils ont mis quelques années à réagir en se rendant compte que de toute façon, c'était du vent, quoi. Des emplois, il y en a eu 15 alors qu'on en promettait 200. Pire, on a mis au chômage et on a mis à la retraite des centaines de mineurs. Ils sont partis très tôt d'ailleurs, tant mieux pour eux. Et on a embauché une société polonaise pour assurer l'entretien de la mine de Stockamine.
voyez l'absurdité, quoi. Donc, je comprends que les syndicats, à un moment donné, ils se disent là, on s'est bien fichu de nous. Merci. Moi, j'ai une dernière question et ensuite, on va clôturer. Concernant le fait que pour ce qui est de la mine de potasse d'Alsace, on a la Suisse et l'Allemagne qui est concernée. Est-ce que vous avez connaissance de luttes entre plusieurs pays comme ça qui sont frontaliers, qui ont à faire face au même problème? Est-ce qu'on a la volonté de dire, voilà, si on s'y met tous, on va y arriver, ou il n'y a pas de collaboration? À votre connaissance de terrain et pour aussi Frédéric, côté travaux. Au plan international, il y a des liens. Par exemple, dans la vallée de l'Orbiel, sont venus voir des Russes, des Gabonais. Il y a des liens avec la Guyane. Des gens de la vallée de l'Orbiel sont allés en Guyane expliquer ce qui se passait. Bon, il y a une information que l'on tente de faire passer ou que des personnes viennent rechercher. Mais bon, ce n'est pas si facile que ça parce que chacun voit d'abord ce qui se passe dans son pays, chacun pense croissance nationale et n'a pas de réflexion au plan international. Voilà, c'est très très lent à mûrir, mais je crois que là aussi c'est un petit peu entre guillemets normal ou humain. Yann, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, nous avons parmi les 13 associations qui constituent le collectif, il y a l'équivalent de France Nature Environnement, c'est le BUND allemand, qui fait partie de notre collectif. Mais en plus, on a eu des contacts avec des élus allemands, on en a régulièrement. Et on a un contact avec un expert suisse, je le cite, Marcos Buzer, parce qu'il a assaini, les Suisses disent assainir une mine, il a assaini une mine à Saint-Ursanne en Suisse, et il sait comment faire, et il dit que c'est la seule solution pour éviter une pollution future. Donc lui, il est à la limite partant pour déstocker Stockamine. Mais là, n'est pas de sujet. Mais c'est vrai qu'on a des contacts et les Allemands sont surtout du côté du bas du Württemberg, c'est-à-dire le voisin du Rhin, et pour le déstockage également, quoi. D'accord. Cette solution. Patricia, tu as des expériences, toi, d'intérêt d'autres pays pour ce qui se passait dans la vallée de l'Orbiel? Pas directement dans la vallée de l'Orbiel, mais en parlant avec d'autres personnes de pollution, pas les mêmes pollutions, mais de pollution, oui. Mais de cas complètement différents. Notamment avec ce qui se passe en Martinique et en Guadeloupe. Mais ce sont des cas de pollution complètement différents, mais sur la façon de lutter, ça permet parfois d'avoir des idées, je dirais. Parce que c'est pas simple, on se retrouve un peu comme le pot de terre face au pot de fer. Quand on entreprend une telle lutte, on n'est jamais écouté et ben, il faut toujours continuer et ce n'est pas toujours simple parce qu'il faut des gros moyens humains, parfois aussi ça coûte de l'argent. Donc moi je dis chapeau à tous ceux qui parfois ils consacrent leur vie, leur famille et tout pour arriver à sauver les autres. Yann, est-ce que vous avez un appel à faire aux gens qui nous regardent? En quoi ils pourraient vous aider? Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose? Un appel à toute la population alsacienne, qu'elle manifeste son souhait d'en finir avec cette bombe et qu'elle pense un peu à nos enfants, à ceux qui vivront sur cette terre d'Alsace plus tard. Je crois que c'est ce qu'il faut dire. Il faut vraiment se rendre compte qu'on ne peut plus continuer comme ça parce que là, on est en train d'asphyxier et d'empoisonner et non seulement la planète, mais bien sûr notre territoire. Oui, manifestez-vous et soutenez-nous dans notre lutte. Et Patricia, tu as un message, toi, pour les gens de ton secteur? Pareil, soulevez-vous. Alors, au niveau des gilets jaunes, tous les gilets jaunes sont conscients du problème. Je dirais toutes les personnes qui sont directement impactées le savent aussi. Maintenant, je dirais il faut que l'autre se soulève, mais il faudrait aussi que l'ensemble des Français soient conscients que dans bien des régions de France, il y a des pollutions énormes et que les gens meurent de ces pollutions. Donc, je pense qu'à l'échelle de la France, qu'à l'échelle européenne, il faudrait vraiment qu'il y ait une mobilisation, qu'il y ait des modifications aussi au niveau des lois pour que tout ça change vraiment. Parce qu'on parle d'écologie, on parle de tout ça sur des petits effets. Je dirais, par exemple, les gens disent il faut recycler telle ou telle chose, il ne faut pas jeter un sac en papier, ainsi de suite. Mais
par rapport à ces pollutions qui sont gigantesques, qui nuisent vraiment. Et ça, c'est pour des siècles qu'on a ces pollutions-là. Je pense qu'il faudrait vraiment que la législation change pour enfin qu'on en finisse et pour qu'on laisse une terre propre à nos enfants, à nos petits-enfants, générations suivantes. C'est tout. Merci Patricia. Marie qui voulait intervenir. Non, moi, je vous remercie vraiment et tous les trois, Patricia, Frédéric et Yann, d'avoir été avec nous ce soir. Je remercie aussi Priscilla parce que sa dernière question, enfin son avant-dernière question sur le lien entre les luttes, je la trouve extrêmement importante et on voit effectivement, c'est rigolo parce que voilà, on parle de la Guyane qu'on va traiter, on parle des Antilles qu'on a traité aussi dans notre livre. Et voilà, je trouve que justement, ça montre que vous avez et que vous ressentez sur le terrain ce besoin de vous lier les uns aux autres, que vous avez l'impression que vous êtes voilà, dans les mêmes luttes. Et je trouve ça vraiment très important. Donc, un grand merci à vous trois. Un grand merci aussi à celles et ceux qui nous ont regardés ce soir. Si vous avez trouvé ça intéressant, n'hésitez pas à partager, à diffuser à la fois la vidéo, mais aussi tous les liens qu'on a postés au fur et à mesure du live dans le fil et qui permettent de soutenir les batailles de Patricia, de Frédéric et de Yann et de toutes les citoyennes et tous les citoyens qui les entourent. Donc encore merci à vous et bonne soirée. Je me joins au remerciement de Marie et il y a Frédéric qui parlait de la Guyane et le prochain live il aura lieu mardi prochain à la même heure, 18h30 et il sera consacré en fait à la lutte contre le projet de la mine d'or de Guyane et on aura avec nous deux principaux acteurs de la lutte qui seront connectés depuis la Guyane du coup. Et si voilà, vous pouvez, comme dit Marie, partager. Et si vous avez des témoignages à nous faire parvenir, n'hésitez pas à écrire à demandonsjustice@protonmail.com. Merci beaucoup et à bientôt. Toi